Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux titres à la une. Le projet de décret soumis à l'exécutif n'a pas été approuvé lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais national. Aucune information officielle n'a été communiquée sur les raisons de cette non-adoption. Toutefois, certaines sources indiquent que des entités politiques s'opposeraient au seuil de 30 000 membres requis pour permettre aux partis politiques de participer aux prochaines élections. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a quitté le pays ce mercredi dans le cadre d'une mission officielle à Rome et au Saint-Siège, prévue du 8 au 11 mai 2026. À la tête d'une délégation gouvernementale, le chef du gouvernement doit rencontrer des autorités religieuses, diplomatiques, ainsi que des responsables d'organisations internationales. Et puis les bandits continuent d'imposer leur loi dans le bazar Thibonite, alors que les habitants de Saint-Marc réclament des mesures de l'État pour éviter que la ville ne tombe aux mains des gangs. Des individus armés ont incendié le commissariat de la commune de Dessalines. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le Conseil électoral provisoire a transmis à l'exécutif un nouveau projet de budget en préparation des prochaines échéances électorales. Dans un contexte marqué par des incertitudes institutionnelles persistantes, parallèlement, un projet de décret électoral est actuellement à l'étude. Ce texte introduit des critères plus stricts pour la participation des formations politiques. Parmi les principales dispositions figure l'obligation pour les partis de justifier d'un effectif minimal de 30 000 membres. Le projet prévoit également un dispositif de sanctions graduées. Les partis obtenant des résultats jugés insuffisants pourraient être exclus du processus électoral pour plusieurs années. Ces mesures présentées comme un effort de rationalisation du paysage politique suscitent déjà des interrogations quant à leur impact sur le pluralisme et l'inclusion démocratique. Nous recevons le professeur René Desroches de l'initiative de la société civile pour analyser ces enjeux. Professeur René Desroches, bonsoir, bienvenue à Métro News. Bonsoir Rose Berline, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Alors, selon le nouveau projet de décret électoral, Pouyon Pati voyait candidat dans le prochain scrutin, il faut qu'il y soumette une liste de 30 000 membres. Il y a des acteurs politiques qui prononçaient, qui trouvaient que c'est une décision qui est bon, très favorable. Il y a de l'autre qui n'est pas favorable avec les propositions ça. Qui côté professeur René Desroches, lié dans débat ça qui gagne, je veux dire. Bon, personnellement, moi soutenu décision que le Conseil électoral la prend pour lui introduire article ça dans le décret électoral là. Parce que a fait de capable faire un parti politique avec une vingtaine de membres, c'était véritablement un désordre, c'était véritablement une plaisanterie. Parce que il faut prendre au sérieux le pays. On ne peut pas, n'est-ce pas, penser qu'un parti qui n'a qu'une vingtaine de membres, qui n'a pas de base sociale, qui n'a pas un appui populaire réel, puisse véritablement diriger ce pays. Il faut qu'on commence à prendre au sérieux notre pays, parce que nous avons vu ce que le désordre, ce que l'anarchie a causé à ce pays. Ça a causé la destruction, la ruine, la destruction de toutes nos institutions, de nos écoles, de nos hôpitaux, de nos universités. Maintenant, il faut qu'on commence à prendre au sérieux ce pays. Si un parti politique veut avoir la prétention de diriger le pays, eh bien, il faut que ce parti ait une base sociale, 30 000 adhérents. Je pense que c'est tout à fait raisonnable, tout à fait légitime. Et vous croyez qu'il y a plusieurs partis aujourd'hui actuellement sur le terrain qui comptent 30 000 membres dans leur rang? Bon, même si ces partis n'ont pas aujourd'hui 30 000 adhérents, si cette exigence est formulée par la loi électorale, à ce moment, cela va stimuler les partis à se mettre ensemble, à constituer des regroupements pour constituer de véritables forces politiques capables non seulement de gagner les élections à tous les niveaux,
mais aussi de gérer convenablement le pays. Et non seulement ces partis devront rechercher des alliances avec d'autres partis, ce qui réduira le nombre de partis à se présenter, mais aussi les partis devront élaborer des programmes et se regrouper autour de certaines orientations idéologiques, autour de certains programmes politiques, autour de certaines politiques publiques. Donc je crois que c'est une très bonne incitation pour la classe politique aujourd'hui. Mais certains diront que ce projet de décret, c'est tout simplement pour inciter ou bien pour obliger d'une certaine manière les partis politiques à se mettre ensemble, vu que nous avions eu près de 300 partis qui se sont inscrits auprès du CEP. Oui, c'est exactement cela. Je pense qu'une telle exigence va certainement porter les partis à se regrouper, à constituer des alliances et aussi à s'entendre autour de certains programmes, de certaines orientations idéologiques, de certaines orientations économiques. Je pense que c'est une très bonne chose et puis aussi ça pourra donner au peuple haïtien, aux électeurs haïtiens, un nombre de choix limité entre les candidats. Parce que avoir 60 candidats à la présidence, vraiment, c'est pas sérieux dans un pays de 12 millions d'habitants, de 27 750 km². Je crois que nous devons avoir une offre politique beaucoup plus raisonnable et qui présente des solutions sérieuses et pertinentes pour l'avenir du pays. Alors, professeur Rony Desroches, certains observateurs également craignent qu'on ait ce qu'on appelle, entre guillemets, des adhérents zombies, tout comme nous avons l'échec zombie. Donc des personnes qui n'existent pas vraiment, mais tout simplement pour faire grossir la liste. Donc on envoie leur nom. Est-ce qu'il y a des moyens de contourner tout ça, d'anticiper cela? Parce qu'actuellement, nous avons l'ONI qui fait un très bon travail d'enregistrement des électeurs, d'enregistrement des citoyens. Donc il faut que ce soit des gens qui soient inscrits déjà, enregistrés à l'ONI, qui ont un numéro d'identification unique. Et je pense qu'on peut facilement, surtout avec les moyens électroniques, avec les facilités digitales, on peut facilement vérifier si tel ou tel nom correspond à un électeur qui est inscrit dans la base de données de l'ONI. Alors, autre article qui fait toujours le débat en ce sens, c'est l'article 153 qui stipule que tout parti ou regroupement n'ayant pas obtenu 3% des suffrages ne seront pas autorisés à participer au prochain scrutin, ou du moins pour une période de 6 ans. Donc, est-ce que, selon vous, cet article est tout à fait correct? Il n'y a pas de problème, pas de débat, donc pour vous, c'est OK? Bon, je pense que c'est aussi une mesure qui peut aider à réduire le nombre de partis politiques, à faire une sélection pour que se présentent sur, n'est-ce pas, la scène politique des partis qui ont un certain poids, des partis qui peuvent véritablement prétendre à diriger et à orienter le pays. Donc si un parti ne va même pas réaliser 3% de l'électorat, eh bien c'est faire perdre de l'argent, n'est-ce pas, au pays, c'est faire perdre du temps aux électeurs. Il faut qu'il y ait une certaine performance en tout. Je crois que l'une des plus grandes faiblesses de la société haïtienne aujourd'hui, c'est de ne pas avoir un système politique, un système de partis valable. Avec ces deux mesures, donner une exigence minimale pour pouvoir concourir dans les élections et ensuite exiger une performance aux élections, ce sont deux mesures qui nous permettront en quelque sorte d'assainir la scène politique. Et une fois que cet assainissement
sera fait, il y aura un meilleur screening au niveau des partis, de telle sorte que les partis présenteront aussi des candidats valables, que ce soit à la mairie, que ce soit à la députation, que ce soit au Sénat ou bien à la présidence. Parce que on a eu, pendant ces dernières décennies, on a eu beaucoup trop de personnes incompétentes à briguer des postes importants dans le pays. Et c'est tout cela qui nous a conduit à cette catastrophe que nous vivons aujourd'hui, catastrophe qui vraiment a conduit notre pays au bord de l'abîme et nous ne sommes pas encore sortis de l'abîme. Pour pouvoir en sortir, il faudra mettre de l'ordre, il faudra en quelque sorte sortir des rails de l'anarchie et de la confusion. Professeur Rony Desroches, merci infiniment d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. C'est un plaisir comme toujours. Merci encore. Voilà donc l'analyse du professeur Rony Desroches de l'initiative de la société civile. Il était l'invité de Metro News ce soir. Merci de votre fidélité à Metro News. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a présidé ce mercredi au Palais national un conseil des ministres consacré à l'examen de plusieurs dossiers jugés stratégiques pour la stabilité nationale. Au cours de cette séance, le gouvernement a planché sur la modernisation des services publics et l'amélioration des conditions socio-économiques de la population. Les discussions ont notamment porté sur la réorganisation administrative, la politique salariale ainsi que sur des mesures d'aménagement du territoire et de gouvernance territoriale. Par ailleurs, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a quitté le pays ce mercredi dans le cadre d'une mission officielle à Rome et au Saint-Siège du 8 au 11 mai 2026 à la tête d'une délégation gouvernementale de haut niveau. Au cours de ce séjour, le chef du gouvernement aura des rencontres avec des autorités religieuses, diplomatiques et des responsables d'organisations internationales. Ces échanges porteront notamment sur les priorités nationales d'Haïti, les efforts en faveur de la stabilité ainsi que les perspectives de solidarité et de partenariat au bénéfice du peuple haïtien, a communiqué la primature. Autre chapitre, le commissariat de Marchand Dessalines a été incendié ce mardi par des membres du gang Kokorat sans race qui continuent de semer la terreur dans la région. Entre vigilance et reprise des activités, la ville de Saint-Marc tente de retrouver son calme après les protestations de ces derniers jours. Si le couvre-feu imposé pour prévenir de nouvelles manifestations est respecté à environ 80%, la vie quotidienne reprend ses droits ce matin. Notre correspondant de la zone, Mario Charles, revient sur les circonstances de cette attaque, preuve de la fragilité de la situation sécuritaire dans le bazar Tibonite. Hier, bandit Kokorat Sarasio, finalement, ils ont incendié le commissariat. Après quelques minutes, ils ont retourné encore, venu avec gros matériel, avec masse. Ils ont rasé le commissariat Marchand Dessalines. Donc, ça passe hier pendant toute la journée, pas de réplique, pas de monde qui campait en face, pas de force de l'ordre, pas de policiers dans le commissariat. C'est vraiment une situation qui est lamentable dans la commune Marchand Dessalines, qui est donc la commune qui est livrée à bandits. Nous connaissons que bandit Kokorat Sarasio, c'est dans la Croix-Péris qui a fait base sur route nationale numéro 1, dans l'entrée principale commune Marchand Dessalines. Finalement, hier, yo démoli commissariat. Le fin fezak ça yo tout ça yo joué dans commissariat yo aller avec yo tant que armes, munitions, c'est comme ça vous fait li. Oui, certainement, c'est pour nous dire au commissariat pas de gain policier là-dedans. Donc depuis que bandits yo uni yo Kokorat avec bandits sergent tout policier était déjà vidé les lieux, c'était commissariat vide. Donc finalement pas de gain rien qui était dans le commissariat. C'est là que dans le mois qui s'est passé là, nous songeons que le magistrat principal du Nord qui a soulevé la voie pour faire connaître qu'il n'est pas capable encore par rapport avec un phénomène d'insécurité. On communique la dirigée, pas de force de l'ordre, pas de chat qui présent, pas de policier. Et c'est
commissaire qui était à la cause de l'humanité démissionné. Donc, finalement, pas gagné un policier qui était là depuis quelques mois, depuis que pas gagné un policier dans un commissariat. Et puis, ça qui a gagné, c'est environ 3-4 jeunes policiers qui ont gagné dans le commissariat première capitale pays, Machin des Salines, qui gagne environ 6 sections communales là-dedans. C'est une commune qui gagne un pile potentiel en termes d'agriculture, en termes de culture aussi. Donc, finalement, le commissaire est livré en bas de bandits dans le moment que n'a pas à la. De janvier à mars 2026, plus de 68 000 Haïtiens ont été rapatriés selon le dernier recensement du groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, GAR. Ce chiffre marque une nette augmentation par rapport aux 55 000 cas enregistrés à la même période l'an dernier. Pour le seul mois de mars, 22 103 personnes ont été expulsées, dont la quasi-totalité via la frontière terrestre avec la République dominicaine. Ces données illustrent l'ampleur d'une crise migratoire alarmante posée par l'instabilité. De plus en plus de citoyens fuient le pays avant d'être refoulés en masse, souvent au mépris de leurs droits fondamentaux. Écoutons les propos de Stanley Obrut-Doriscar, responsable de communication et de plaidoyer au sein du GAR. Nous-mêmes, par rapport avec ça nous suit depuis quelque temps, si nous prenons un cas par exemple République dominicaine. Il y a un paquet haïtien qui a travaillé en République dominicaine, qui c'est des moteurs, qui sont des éléments qui participent à créer richesse en République dominicaine. Ils sont en situation irrégulière. Et GAR a fait une recherche que nous publions en décembre 2025 qui parlait sous conditions de travail migrantien dans la construction et qu'à travers de éléments que nous relevons dans la recherche, ça montre effectivement qu'un pile haïtien qui travaille dans la construction en République dominicaine qui est dans l'informel et de fait, il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a aucune protection sociale. Donc ça a créé une situation côté en plus fois qui subit de abus côté patron et en fin de mois ils choisissent pas payer ou bien ils préfèrent l'immigration pour que ils envahissent l'espace là et puis comme ça avec pour eux. Donc bon côté ça le gars toujours faible mais par ailleurs pas jamais de démarche qui prend pour permettre que régulariser haïtien ça parce que on dit République dominicaine tout gain devoir pour lui régulariser haïtien ça parce que c'est des monde qui travaillent dans la société qui bail de contribution qui est actif. Donc l'État dominicain a un devoir pour régulariser les gens. Parce que si nous utilisons les main-d'œuvre là, et que nous conscients que nous portons pour nous, donc il faut créer un cadre pour les gens. Les gros problème, par exemple, si un migrant ici tombe sur un chantier, ou bien il prend un copier de papier, tu fais que il y a un contrat de travail, parce qu'il n'y a pas de papier, il ne peut pas aller devant le tribunal pour faire valoir que le travail n'est pas payé. Donc, nous devons nous encourager pour à la fois l'État dominicain et traiter les migrants haïtiens comme monde parce que l'État dominicain a un pile d'outils qui demandent comment pour traiter les travailleurs haïtiens. Donc il y a près de 14 outils internationaux qui disent mais comment pour traiter les migrants là. Au niveau national, il y a 4 outils que la loi la CAIO a cadré qui dit mais comment pour traiter les étrangers. Et sous plan Haïti et la République dominicaine, il y a un accord bilatéral qui dit mais comment pour traiter donc haïtiens. Donc nous-mêmes dans le gars, c'est vraiment toujours mettre focus là pour la République dominicaine respecter les outils, respecter l'engagement. Et par ailleurs, nous toujours encourager les Haïtiens pour vraiment assumer le droit. Par exemple, le droit à l'identité que chaque Haïtien gagne, c'est l'État haïtien qui doit assurer. C'est pour l'État haïtien qui doit assurer, chaque Haïtien a un papier, a une pièce d'identité qui va permettre que dans le moment que nous souhaitons voyager, il va faire document de voyage. De ce côté-là, nous pensons que l'État haïtien a pleine responsabilité. Pour refermer la page nationale de Métro News, le procès fédéral sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse est entré dans sa phase décisive ce mercredi à Miami, alors que les 12 jurés ont entamé leur délibération. Après plusieurs semaines d'audience, le jury doit désormais statuer sur la culpabilité de 4 hommes accusés d'avoir orchestré depuis le sud de la Floride le complot ayant conduit à la mort du chef de l'État le 7 juillet 2021. Lors des plaidoiries finales, le procureur Jason Wu a longuement rappelé l'horreur de cette nuit d'été où la résidence présidentielle de Pèlerin 5 a été prise d'assaut. S'appuyant sur le témoignage de Martine Moïse, l'accusation a décrit comment la première dame a dû cacher ses 2 enfants dans une salle de bain avant d'être elle-même grièvement blessée par balle.
Selon le procureur, elle a été forcée d'assister à l'exécution brutale de son mari par un commando de mercenaires colombiens dont les tirs étaient si nourris que le corps du président semblait rebondir sur le sol. Le procureur a souligné que si les Colombiens ont appuyé sur la gâchette, les accusés ont dirigé la conspiration depuis le confort de leur bureau en Floride. De leur côté, les avocats de la défense ont vigoureusement rejeté ces accusations, tentant de semer le doute sur la fiabilité de l'enquête du FBI et de la police haïtienne. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News, le dernier rappel des titres à la une. Le projet de décret soumis à l'exécutif n'a pas été approuvé lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais national. Aucune information officielle n'a été communiquée sur les raisons de cette non-adoption. Toutefois, certaines sources indiquent que des entités politiques s'opposeraient au seuil de 30 000 membres requis pour permettre aux partis politiques de participer aux prochaines élections. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a quitté le pays ce mercredi dans le cadre d'une mission officielle à Rome et au Saint-Siège, prévue du 8 au 11 mai 2026. À la tête d'une délégation gouvernementale, le chef du gouvernement doit rencontrer des autorités religieuses, diplomatiques, ainsi que des responsables d'organisations internationales. Et puis les bandits continuent d'imposer leurs lois dans le bazar Tibonite, alors que les habitants de Saint-Marc réclament des mesures de l'État pour éviter que la ville ne tombe aux mains des gangs. Des individus armés ont incendié le commissariat de la commune de Marchand-des-Salines. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole. Bonsoir.